Warren Buffett a commencé à investir quand il avait 11 ans. Il disait avec beaucoup d'humour qu'il a juste tergiversé de l'âge de 7 et 89 ans. Il a acheté sa première action à 11 ans, et ensuite a expérimenté tout un tas de choses comme le timing des actions, les graphiques et toutes ces choses folles. C'était très amusant, disait-il. Sans profit, mais très amusant. Il a fait ça jusqu'à ses 19 ans. J'ai lu tous les livres sur l'investissement à la bibliothèque publique et j'ai tout dévoré. C'était fascinant pour moi, mais je n'avais aucun cadre. Je cherchais juste quelque chose. J'espérais que les petites choses sur un graphique me diraient quelque chose sur l'évolution d'une action. C'était un peu fou comme manière de procéder, mais tout le monde le faisait, alors je me suis dit que j'allais le faire aussi. Parfois, il mettait le graphique à l'envers pour se faire passer pour un pro, mais vous savez, ça ne sert toujours à rien. Puis en 1949, il a lu L'investisseur intelligent de Ben Graham. Il n'en avait jamais entendu parler jusqu'alors. Et il disait qu'il n'y a vraiment que 2 chapitres dans ce livre qui sont la clé de tout. Ces 2 chapitres ont défini mon cadre philosophique pour l'investissement de 3 façons. Ils sont si basiques et si simples. Il est difficile de comprendre comment ils peuvent être si importants et si faciles à la fois. Mais les 10 commandements sont simples. Le premier est qu'une action fait partie d'une entreprise. Je veux dire que vous ne pouvez pas considérer une action comme quelque chose de différent si vous évaluez une entreprise et que vous la divisez par les actions en circulation. Ce à quoi vous devez penser, c'est à quel type d'entreprise vous vous engagez. Quelles sont ses caractéristiques économiques, qui sont ses concurrents, quel est son style de gestion. Toutes ces choses qui se rapportent à une entreprise, au lieu de simplement s'attarder aux petits symboles de téléscripteurs, chose que je faisais quand j'avais 11 ou 12 ans. Je connaissais les symboles de téléscripteurs de chaque entreprise à la bourse de New York. Je pouvais marquer les panneaux, mais je ne savais rien sur l'entreprise elle-même. Je ne savais rien du tout. Je ne savais pas ce qu'il y avait derrière. J'ai donc dû commencer à considérer ces petits symboles ou ces petits noms dans le journal comme des entreprises, et j'ai ensuite décidé de chercher à savoir comment évaluer une entreprise, et ce qui compte réellement dans une entreprise. La deuxième chose dans ce livre est que Graham vous donne un merveilleux point de repère sur la façon dont l'investisseur doit réagir aux fluctuations du marché boursier. Il parle de son mythique personnage Monsieur Marché au chapitre 8. Il n'y a rien de mieux à écrire sur l'attitude des investisseurs face au cours des actions. La plupart des gens réagissent de la mauvaise façon au prix des actions. Ils se sentent bien quand leurs actions montent, ils se sentent mal quand elles baissent. Ils pensent que le marché boursier est là pour les instruire. Et ce personnage, Monsieur Marché, est ce partenaire que vous avez dans l'investissement, et il est un partenaire remarquablement serviable. Ce type vient tous les jours et il vous dit ce qu'il vous paiera pour votre participation dans l'entreprise, ou qu'il vous vendra sa part au même prix. Personne ne fait jamais ça dans une entreprise. Si nous sommes 2 à posséder une station de service, et que je vous dis, tous les jours, je veux que vous veniez et que vous me proposiez la moitié de votre intérêt dans la station. Et je peux soit t'acheter ta moitié, soit te vendre ma moitié au même prix et tu dois venir chaque jour et le faire. Vous seriez terriblement désavantagé, vous seriez particulièrement désavantagé si vous êtes cette personne sur le marché. Parce que Monsieur Market est un ami du marché qui vous donne ses chiffres tous les jours, des chiffres différents au début de la journée et différents en fin de la journée. Mais il le donne à un prix que vous allez soit acheter, soit vendre. Et ce qui est beau avec lui, c'est que ce type est alcoolique, maniaco-dépressif. Il est peu sain qu'il ne peut pas garder une constante toute la journée. Et vous savez, il va citer toutes sortes de prix fous. Et vous n'avez pas à y prêter attention, sauf pour une chose que vous comprenez bien. C'est à votre avantage de faire quelque chose une fois par an sans suivre les fluctuations, parce qu'une fois tous les ans, c'est un investissement quasi sûr. Tout ce que vous avez à faire est de vous asseoir là et attendre la bonne entreprise. Et vous n'avez aucune responsabilité morale envers cet abruti sur le marché. Je veux dire, il vous donne des chiffres que vous ne lui avez pas demandé. Et tout ce que vous avez à faire est de choisir le moment où il est particulièrement déprimé, ou particulièrement maniaque, ou particulièrement ivre, ou quoi que ce soit. Et le marché sera tout cela à la fois, et vous devez en profiter. Et c'est ce qui est remarquable avec les actions, si vous y réfléchissez, c'est que si vous regardez les hauts et les bas de toutes ces entreprises américaines depuis un an, vous verrez cas après cas, que le haut est 2 fois plus haut que le bas. Les entreprises fonctionnent, paient les gens, vendent des marchandises, etc. Si vous regardez une terre agricole à 15 km d'ici, il n'y a aucune chance qu'en un an, la valeur de cette terre passe de X à 110%, ensuite à X, ou vice-versa. Si vous regardez le prix des appartements près d'ici, vous verrez qu'essentiellement, les chiffres sur les appartements, comme ça sur une année, ne bougera pas de 10%. Mais voici les meilleures entreprises et personnes américaines. Peu importe les chiffres que l'on balance dans tous les sens, vous n'avez pas à jouer sauf quand vous le voulez. C'est ça l'important. Et c'est ce que Ben Graham vous dit. Le marché n'est pas là pour vous donner des instructions ou vous dire quoi que ce soit. Warren Buffett persiste à croire que le marché est là essentiellement pour vous servir quand vous le voulez. Il dit « La chose la plus importante à retenir dans les actions est très difficile à faire, parce que les gens ont toutes ces émotions attachées à telle ou telle entreprise. Mais l'entreprise ne sait pas que c'est vous qui possédez quelques-unes de ces actions. C'est pareil pour Berkshire Hathaway. La société ne sait même pas que vous la possédez, et l'action ne le sait pas, elle se négocie, mais elle ne sait pas que vous la possédez. Donc elle n'a aucun sentiment à votre égard. Je veux dire, vous avez tous ces sentiments à ce sujet, mais c'est juste une partie d'une entreprise.
Si vous calculez Berkshire Hathaway, et que vous trouvez que sa valorisation équivaut au prix unitaire multiplié par le nombre d'actions en circulation, alors c'est un bon investissement. Si ce n'est pas le cas, c'est un mauvais investissement, et vous devez évaluer l'entreprise, l'enterrer et passer à autre chose. Mais les gens ne font pas ça même à Wall Street. Vous entendez des objectifs de prix ou ce genre de choses. Vous verrez des personnes écrire un papier qui dit « Voici la valeur de cette entreprise au cours des 20 prochaines années. » Tu sais, qu'est-ce que ça va donner? À combien devrait se vendre cette entreprise? Oubliez le prix auquel elle se vend. En fait, l'une des choses que j'aime faire lorsque je regarde des investissements, c'est de les regarder sans connaître le prix, parce que si vous voyez le prix, il a automatiquement une certaine influence sur vous. Si j'ai l'idée de rechercher une entreprise et que j'obtiens les 10 avantages et ainsi de suite, je préfère ne pas connaître le prix, parce que je préfère l'évaluer sans connaître le prix. J'avais l'habitude de miser sur des chevaux quand j'étais enfant. L'une des choses que je faisais était d'obtenir le formulaire de course à l'avance et s'il y avait 9 chevaux dans une course, je disais évidemment que les probabilités que chacun d'entre eux gagne la course devaient s'élever à 100%. Je veux dire qu'un seul cheval allait gagner la course, sans qu'il y ait d'égalité, ou qu'ils tombent tous raides morts dans la dernière ligne droite. Donc, si vous regardez le formulaire de course et que je regarde la troisième course, j'essaie de calculer le pourcentage que chaque cheval gagne la course. Et le total devait être de 100%. Puis je comparais ces pourcentages aux probabilités. Mais tout d'abord, je ne regarderai pas les probabilités en premier. Je regarderai les performances passées et tout ça. Pensez au marché boursier de la même manière. Warren Buffett estime ensuite que la troisième chose à prendre en compte dans le livre de Ben Graham est la marge de sécurité. Si vous arrivez en surcharge sur un pont qui supporte 4 tonnes, vous ne devez pas vous permettre de conduire un camion de 40 tonnes. Puis, vous descendez plus loin et trouvez un autre pont. Et sur ce pont, personne ne sait exactement quelle est sa capacité. Donc vous laissez toujours une marge de sécurité. Vous n'essayez pas de couper les choses de si près. Vous attendez que quelque chose vous interpelle. Et avec ces 3 principes, sur cette base, vous pouvez construire toutes sortes de structures. Et si vous avez ça en tête et que c'est un vecteur intelligent, je n'ai jamais rien trouvé qui soit de loin comparable à ces 3-là. C'est juste que vous ne pouvez pas vous débarrasser d'une jambe du tabouret à 3 pattes et avoir quand même une bonne philosophie d'investissement. La chose la plus importante sur une longue période et en travaillant avec de grosses sommes d'argent est de comprendre l'entreprise. Imaginons pour le moment que l'on vous donne $1 million ou toute autre somme nécessaire et que vous puissiez investir autour de vos régions. Si vous voulez, dans un délai d'une semaine, acheter 3 entreprises privées, qui ne font pas de commerce ou quoi que ce soit de ce genre, et que si vous n'y arrivez pas dans le délai, vous devez rendre l'argent. Que ferez-vous? Je veux dire, vous pouvez examiner toutes ces entreprises que vous connaissez bien, d'autres moins. Certaines, vous savez, par leur réputation, leur direction, certaines d'entre elles, vous savez, leur situation concurrentielle. À quoi allez-vous penser pendant cette période de 7 jours? Comment ferez-vous pour éliminer des entreprises de votre liste? Je pense que vous allez chercher 3 entreprises telles que vous ne voudriez pas les échanger après les avoir achetées. Vous allez juste les posséder pour le reste de votre vie. Vous allez chercher des entreprises qui ont un avantage concurrentiel durable. Vous ne voulez pas acheter une franchise Burger King juste parce que personne ne s'est encore approché à moins de 10 km, car McDonald's et tous les autres seront bientôt là. Ce n'est pas nécessairement celui qui gagne le plus d'argent maintenant. Vous allez chercher quelque chose avec un avantage compétitif durable. Il faut pour cela que l'entreprise soit entourée d'une sorte de douve, car le capitalisme, par définition, est un système où chaque fois que quelqu'un possède un château économique, quelqu'un d'autre va s'y attaquer. C'est juste la nature des choses. Si vous ouvrez un restaurant qui a du succès ici en ville, vous savez que quelqu'un va prendre votre menu et probablement votre chef, peut-être réduire votre prix, peut-être offrir un grand parking, peut-être être un peu meilleur, peu importe. Je veux dire, le capitalisme consiste à s'attaquer au château de l'autre. Si c'est le cas, vous voulez un château avec de grandes douves autour, et il y a beaucoup de façons de le faire. Vous pourriez l'avoir par la protection des brevets. Vous pourriez l'avoir par l'emplacement et certaines zones particulières. Si vous avez quelque chose dans l'esprit des gens, comme Coca-Cola. 6 milliards de personnes dans le monde, pratiquement toutes ont quelque chose dans leur esprit à propos de Coca-Cola. Mais ils n'ont rien dans leur esprit à propos de telle ou telle entreprise concurrente. Si un autre machin cola dépensait $1 milliard en publicité, il n'aurait pas la même influence dans l'esprit des autres comme Coca-Cola. Les gens ont dans la tête une idée sur Coca-Cola et généralement, cette idée est plutôt positive. C'est pourquoi Coca-Cola veut être là où les gens sont heureux. Ils veulent être dans les théâtres, ils veulent être à Disney, ils veulent être partout où les gens sont heureux. Ils veulent que vous buviez toujours leur boisson tout en éprouvant du bonheur. Et s'ils parviennent à vous créer une image mentale qui vous lie au bonheur, ils vendront beaucoup de Coca-Cola. Donc c'est un avantage compétitif durable. Et vous voulez qu'elle soit dirigée par des gens honnêtes et compétents. Vous ne voulez pas d'un escroc à sa tête, et vous ne voulez pas y aller avec de la dope. Maintenant, les meilleures entreprises à acheter sont celles où vous pourriez avoir une dope à l'intérieur. Peter Lynch disait qu'il faut acheter une entreprise qui est si bonne qu'un idiot peut la diriger, parce que tôt ou tard, l'une d'elles finira entre les mains d'un idiot. Et il y a un certain mérite à ce fait. J'ai eu une question un autre jour d'un groupe d'étudiants et ils ont dit, vous savez, qu'est-ce qui va arriver à Berkshire Hathaway quand vous devenez vieux et ne pourriez plus diriger?
Et j'ai dit, eh bien, Berkshire est si bon maintenant que je peux devenir vieux et partir. Donc vous voulez une gestion qui est capable et honnête, et ensuite vous voulez un prix qui est raisonnable, et c'est ce que vous devez rechercher. Et si vous voulez acheter une terre et que vous tombez dans une zone qui n'est pas fertile, vous ne devriez pas acheter. Il y avait un grand article dans le New Yorker il y a 30 ans, lorsque Bobby Fischer jouait contre Spassky pendant le très fameux jeu d'échecs, qui a attiré l'attention du monde entier. Et ils ont examiné comment l'esprit pouvait, avec des milliards et des milliards de possibilités, comment il pouvait regrouper les choses et les réduire à seulement quelques options. Et bien sûr, quand les humains jouent à quelque chose comme les jeux de réflexion, vous savez, ou quelle que soit la version avec l'ordinateur, cet ordinateur fait peut-être 700 000 ou 1 million de calculs par seconde. Et l'esprit humain est en compétition avec cela. Mais l'ordinateur vérifie toutes les possibilités, et l'esprit humain a en quelque sorte cette capacité d'écarter 99% de ces choses que l'ordinateur doit passer en revue, afin de se concentrer sur les 3 ou 4 possibilités qui ont vraiment du sens, et qui investissent beaucoup de choses. Ce n'est pas si difficile parce qu'il n'y a pas tant d'entreprises que ça, mais vous voulez écarter toutes sortes de choses. Si quelqu'un me disait que ma vie dépendait de la sélection, parmi les actions du Dow Jones, d'un groupe de 10 qui seraient les plus performants, et qui dépasseraient l'indice dans son ensemble. Je passerais mon temps à penser aux pires entreprises là-dedans. Je rejetterais certaines et je me dirais que je les ai laissées derrière moi. Et c'est une façon plus facile d'aborder le problème, en fait, que d'essayer de choisir les 10 meilleurs. Si vous pensez à votre région, il y a beaucoup de choses que vous n'examineriez pas, vous vous dites que c'est trop difficile. Vous pourriez décider, vous savez, que les concessionnaires automobiles sont très difficiles, qu'ils seront toujours compétitifs. Qui sait si Ford ou General Motors vendront plus de voitures dans 5 ans, ou si ce sont les droits de douane sur les voitures étrangères qui en sont la cause, qui sait. Et alors là, vous dites, je laisse tomber les concessionnaires automobiles, je passe à autre chose. Et l'approche que vous utilisez sur le marché boursier est la même. Vous avez 3000 entreprises. Alors vous pouvez entrer à la bourse de New York. Il y a une évaluation pour chacune d'entre elles et ça pourrait changer demain. Vous n'avez pas besoin de jouer une fois par an si vous avez 20 bonnes entreprises. Vous n'avez besoin que de 5 bonnes idées dans votre vie pour devenir très riche. Vous savez, je dis parfois aux étudiants qu'à la fin de leurs études, il ferait mieux d'avoir une carte perforée avec seulement 20 perforations dessus. Parce qu'alors, au lieu d'écouter quelqu'un le matin, et le soir un autre, et le lendemain l'opinion de quelqu'un d'autre, qui ferait un cocktail d'opinion, ils vont penser sérieusement à chaque action qu'ils entreprennent. Parce qu'ils n'ont droit qu'à 20 actions en abondance. Vous devez juste vous assurer que vous n'en ferez aucune pour des raisons frivoles. Nous ne voulons jamais acheter quelque chose de petit, surtout quelque chose qui ne fait pas de différence. Vous savez, nous voulons penser à des entreprises qui peuvent faire bouger les choses, et cela devient plus difficile à mesure que le capital s'accroît. Mais c'est ainsi qu'il faut se concentrer sur les investissements.